Bonjour, voici la suite d'une correction commentée d'un exercice intitulé détecteur ionique de fumée. Il s'agit donc ici de la troisième partie qui est portée sur la troisième question de l'exercice. Je vous rappelle que dans la première question, nous avions montré que le poids était une force négligeable par rapport à la force électrique que subit une particule alpha qui est prise au piège dans un champ électrique. Dans la deuxième question, nous avions représenté le champ électrique dans lequel se trouve cette particule alpha, ainsi que nous avions représenté aussi, la force électrique que subit cette particule alpha. Et dans cette troisième question, on monte singulièrement aux gammes, puisque nous allons établir les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire que vaut l'abscisse x de la particule alpha au cours du temps et que vaut son ordonnée y au cours du temps. Donc là, c'est la question la plus sensible de l'exercice. Je vous propose qu'on se remette dans une dynamique de grande rigueur extrême et qui va presque frôler la routine. Je vous invite à revoir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo intitulée Établir les équations horaires d'une particule dans un champ électrique uniforme. Et on va bien entendu calquer le canevas que nous avions déjà explicité à cette question pour avoir quelque chose de rassurant. Alors, en l'occurrence, on commence toujours par la même, c'est des gammes en fait, vous avez compris, on refait toujours pareil. Alors, quel est le référentiel d'étude? Eh bien, terrestre, car ça se passe à la proximité de la surface de la Terre. C'est un référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen, comme ça on pourra légitimement utiliser la deuxième loi de Newton. Le système étudié, eh bien, vous l'avez compris, ce sera la particule alpha. Alors, même si elle est très très petite, on va quand même l'interpréter, la modéliser par un point qui sera en général son centre d'inertie. Ici, aucune lettre est imposée pour le centre d'inertie. Alors, on ne va pas l'appeler P comme particule. Parfois, les ballons, le centre d'inertie, on l'appelle B comme ballon. Là, si tu appelles P, c'est un petit peu ambigu avec le poids. Donc, on va pas se casser la tête, on va l'appeler I comme centre d'inertie. Ensuite vient le bilan des forces. Donc là, vous l'avez compris, il faut quand même montrer au correcteur ou à la correctrice qu'il y a le poids et la force électrique. Et ça, bien entendu, vous pouvez mettre dessous, vous barrez et vous mettez négligeable. Ça montre que vous avez quand même bien compris l'état des choses. Et puis, on y est. Là, a priori, on ne sait pas trop si le mouvement va se faire selon une direction ou deux directions. Donc, on va écrire quand même les composantes du vecteur selon les deux coordonnées fx et fy. Donc, je vous rappelle que vous éclairez une fois le vecteur par la droite, vous éclairez une fois le vecteur FE par-dessus, et vous regardez la longueur des ombres portées de ce vecteur sur les axes respectivement x et y. Donc, si j'éclaire, y et x, si j'éclaire par-dessus le vecteur, l'ombre du vecteur, ça me fait un point sur l'axe x. Autrement dit, ça va nous faire 0. Et si j'éclaire par la droite le vecteur FE, l'ombre sur le vecteur OY, c'est le vecteur lui-même. Il se trouve qu'ici, dans mon exemple, le vecteur OY est confondu avec l'axe Y. Donc, c'est pas trop compliqué. Autrement dit, ce sera FE. Or, FE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, dans la vidéo précédente, c'est c'est Q fois E. Or, la charge élémentaire Q, c'est 2E, et le champ électrique, c'est U sur D. Donc, autrement dit, la valeur de la norme FE, c'est 2 fois la charge élémentaire fois U fois D. Donc là, on est dans une situation où, effectivement, l'expression de la force qui s'exerce sur la particule alpha est un petit peu riche. On pourrait très bien dire juste c'est Q fois E, ça marche aussi. Et sauf que j'explicite tout de suite parce que je vois très bien là où on veut m'amener, et dans l'expression de Y qu'on souhaite expliciter, il y a du E, il y a du U, il y a de la masse, il y a du D, donc on va tout expliciter. Donc c'est parti, 2E U sur D, donc ici, 2E mince, si je gomme, c'est pas pertinent, 2EU sur D. Ensuite, il est impératif qu'on aborde les conditions initiales. Elles sont, c'est-à-dire, ça répond à la question où se trouve la particule alpha à t égale 0, c'est-à-dire que vaut le vecteur OI à t égale 0, eh bien il a deux coordonnées, x0 qui vaut 0, y0 qui vaut 0, puisque la particule alpha initialement, on nous dit dans l'énoncé qu'elle part de haut, d'accord, avec une vitesse v0, et justement, que vaut la vitesse de la particule, j'y tiens, à t égale 0, donc c'est v0x et v0y. En termes de notation, je vous rappelle que x à t égale 0, on note x0.
pareil, vous avez l'équivalent pour y, et puis la vitesse selon l'axe x à t égale 0, on la note v0x, et vous avez l'équivalent pour vy. C'est juste pour alléger l'écriture. Alors, comment on fait pour trouver les composantes du vecteur v0? Comme tout à l'heure, vous éclairez le vecteur par-dessus. Donc cette fois, l'ombre portée de ce vecteur, c'est la longueur lui-même du vecteur, autrement dit, c'est v0. Et si j'éclaire le vecteur par la droite, l'ombre du vecteur sur l'axe des OY, c'est un point, donc il n'a pas de composante. Et bien maintenant, nous sommes parés pour appliquer la deuxième loi de Newton. C'est parti. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on a le vecteur P plus le vecteur FE qui est égal à m fois l'accélération. Ceci est négligeable, d'accord? Donc il vient que FE est égal à m fois le vecteur A. Cette relation est vraie vectoriellement parlant, mais aussi si on projette cette relation selon les axes. C'est ce qu'on va faire. On va faire la projection de cette relation selon OX. Alors vous allez dire, ok, mais quel intérêt? Eh bien, selon OX, ça veut dire que fx égale m à x. Or, fx, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0. Donc, il vient que 0 égale m à x, donc ax égale 0. Faisons la projection de cette relation vectorielle selon l'axe OY. Cette fois, fy égale m à y, soit 2eu sur d égale m fois AY, d'accord, hein, c'était le fameux 2EU sur D. Hein. Autrement dit, AY égale 2EU sur M fois D. Donc là, on devrait commencer à se réjouir puisqu'on n'a pas le Y qu'on demande, mais on voit bien qu'on a quelque chose qui ressemble. 2EU sur M fois D. Bon, ok, ça a l'air de pas mal matcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le vecteur vitesse, hein, parce que pour passer de l'accélération à la position, il faut qu'on passe d'abord par le vecteur vitesse et puis par le vecteur position. Comment je passe de l'accélération à la vitesse en cherchant la primitive et de même pour la position. D'accord? Là, c'est la primitive et si je passe dans l'autre sens, on dérive. Eh bien, c'est parti. On cherche le vecteur v. Il a deux composantes, une selon x et une selon y. Et ce que je sais, c'est que quand je dérive la composante Vx, quand je dérive, je trouve AX, hein, car je vous rappelle que le vecteur accélération n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur vitesse au cours du temps. AX qui vaut 0, c'est une constante. Donc, vous le savez, si c'est une constante, enfin si c'est 0, pardon, si c'est 0, ça veut dire que la primitive, hein, quand on passe de là hop à là, on cherche la primitive, eh bien c'est une constante, je vais l'appeler petit k par exemple, on va l'appeler k1. Eh bien cette constante, elle dépend des conditions initiales. Alors si je prends cette expression, qu'est-ce que j'ai? À t égale 0, on a Vx à t égale 0 égale k. Ça, hein, vous êtes d'accord? Enfin, vous êtes d'accord. Je ne suis pas sûre de vous entendre si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la traduction de l'équation qu'on est en train d'établir. Et parallèlement à ça, Vx à t égale 0, c'est ce qu'on appelle V0 dans le jargon. Or, V0, on l'a, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci, V0x, hein, sous-entendu. Ça vaut V0. Alors, ça devient intéressant, puisque vous avez donc deux expressions de Vx qui doivent être identiques pour V0, pour Vx à t égale 0. Le seul moyen que ce soit le cas, c'est que k et V0 soient identiques. Autrement dit, et K1, pardon. Autrement dit, Vx, c'est égal à une constante qui vaut la vitesse initiale. Maintenant, on va faire un raisonnement similaire pour Vy. On cherche son expression, sachant que lorsque je dérive cette expression, on va trouver AY. AY est égal à 2EU sur MD. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà en classe, c'est une constante. Or, on sait que la primitive d'une constante, c'est une constante fois t, plus une autre constante. Je vais l'appeler K2 pour pas la distinguer, pour pas la confondre avec les précédentes. Donc dans le rôle de K, qu'a-t-on? Eh bien on a 2EU sur
m fois d fois t plus K2. Tout l'enjeu va consister à trouver K2. Je vais effacer ce qui est écrit en rouge, attention. Et donc, rebelote, on se place à t égale 0. Donc, on a Vy à t égale 0 égale 2EU sur m fois d fois 0 plus K2. 0 fois quelque chose, ça fait 0 plus K2, et bien égale K2. Donc ça, hein, j'espère que c'est clair pour vous. J'ai obtenu cette expression de Vy à t égale 0 en prenant l'expression qu'on est en train d'établir et en remplaçant t par 0. Simultanément, on connaît aussi à t égale 0 la valeur de la vitesse selon l'ex et y. C'était la fameuse condition initiale en vitesse. Or, V0y, pardon, vaut 0. Donc c'est super. C'est super, puisque finalement, on aura quelque chose d'assez simple à déterminer. Oui, il faut être un petit peu happy dans la vie, hein, quand même, hein, parce que la mécanique, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc ça veut dire que le seul moyen pour que ces deux expressions soient identiques, c'est que K2 est égal à V0. Ainsi, Vy ne vaut que, hop, ceci. Donc on a nos deux expressions pour Vx et Vy, que je vais réécrire, enfin que j'encadre ici. Et à partir de là, il pourra être aisé de retrouver les expressions de x et de y que je vous propose dans une autre vidéo. Et ça vous laissera peut-être le temps de chercher, donc autrement dit, chercher la primitive de Vx et chercher la primitive de Vy. À bientôt.